Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le titre de cette vidéo que vous avez vu. Je teste 3 recettes médiévales. Et quand je dis je teste, c'est même que je les fais moi-même. C'est pour ça que vous voyez une petite poire ici qui attend patiemment. Je tiens juste à faire un disclaimer, je suis chez moi. Il y a mes chats qui risquent d'arriver à tout moment. Voilà le premier, puisqu'ici on ne peut rien faire sans être seul. Donc, je vous les présente rapidement, tant qu'à faire. Voici à tes souhaits. Et son frère s'appelle Atchoum. Donc, s'il nous fait l'honneur de venir parmi nous, je vous le présenterai également. Mais actuellement, Atchoum fait son gros dodo dans sa caisse. Voilà, tout simplement. Donc, au programme, aujourd'hui, je vais tester 3 recettes médiévales comme vous l'avez vu. D'abord, un brouet de cannelle. On va cuisiner ça ensemble, je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure des recettes sur leur origine, les sources également dans lesquelles on les retrouve. Ensuite, on fera un tahin aux herbes, sachant que tahin, en fait, ce sont des sortes de pâtes qu'on peut aussi appeler tria ou losange. Pareil, on en reparlera un petit peu plus après pendant la vidéo. Et enfin, je vais terminer avec un petit dessert. Ce sont des poires qui seront en quelque sorte rôties dans du jus de raisin. Voilà, j'ai pris quand même des recettes qui sont faciles à faire aujourd'hui. Je ne suis pas allée me chercher du gibier ou quoi que ce soit. De toute façon, je n'aime pas. Et évidemment, je n'ai pas non plus le matériel médiéval. Je vais cuisiner avec mes casseroles et mes poêles. J'aurais bien aimé m'habiller pareil, mais malheureusement, je n'ai pas de tenue. Donc, on fera avec ce qu'on a. Écoutez, c'est parti. Juste avant, je me permets de vous rappeler que si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez déjà le faire totalement gratuitement en vous abonnant à ma chaîne YouTube, mais aussi à mes réseaux sociaux sur Instagram, TikTok, ou bien toujours sous cette vidéo, mettre un commentaire, mettre un j'aime, et même la partager à vos amis. Et si vous souhaitez même financer la chaîne, devenir en quelque sorte mécène, eh bien, vous pouvez totalement. En description, je vous mets la cagnotte Tipeee qui me permettrait notamment de me racheter un trépied. Je vais vous montrer actuellement à quoi ressemble mon trépied avec mon appareil. Parce que j'ai essayé de faire les choses bien, c'est-à-dire que j'ai pris 2 choses pour filmer. Donc, coucou. Voilà en fait à quoi ressemble mon setup. Voilà. Donc vous comprenez. Bref, donc si je vous fais de la peine et que vous souhaitez participer pour que je puisse me racheter un trépied digne de ce nom, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, la description est en barre d'infos. On commence cette fois-ci vraiment avec les recettes. Je vais essayer de les faire dans l'ordre du moins... Enfin, je vais commencer par celle qui prend le plus de temps à faire, tout simplement. À savoir qu'il fait très chaud en ce moment. Là, on est à la 3e vague, je crois, de canicule. C'est pour ça que j'ai les cheveux bien plaqués en arrière. Donc je vais commencer par le brouet de cannelle. Le brouet de cannelle, c'est un plat qui se fait avec du poulet. J'ai mon ordinateur sur ma droite pour me lister tout ça. Et en même temps que je fais le plat, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc moi, je vais réduire les quantités parce qu'à l'origine, déjà, c'était pour 4 personnes. Mais là, je suis toute seule à manger, puis quand même, c'est un test. Donc j'aimerais ne pas avoir à gaspiller après si jamais c'est pas bon. Donc je prends mon petit couteau, hop, je prends mon poulet que je suis allée acheter ce matin exprès pour vous. Et ouais, on est comme ça ici, on est généreux. Tac, là je pense qu'il y en a un qui va pas tarder à arriver. Absolument. D'ailleurs, c'est un petit peu raté. Alors, qu'est-ce que je vais faire de son poulet? Une cuisse ou blanc de poulet? Bon, moi j'ai pris des blancs. Hop, donc je vais en prendre un seul. L'autre va partir au frigo pour faire une autre recette, évidemment. Meanwhile. Je ne sais pas si vous le voyez, il est installé sur la table. C'est typiquement comme ça à chaque fois que je cuisine. Voilà, je ne peux rien faire sans avoir un chat dans les pattes. Mais bon, écoutez, je suppose que c'est le choix que j'ai fait en les adoptant. Alors, dans la recette, ils disent de sortir une sauteuse. Je suppose que c'en est une. Je vais devoir couper mon poulet en morceaux. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais c'est pas grave. Le temps que ça chauffe, je vais faire ça rapidos. Donc, je fais chauffer assez doucement. Je suis à 6,5. Après, ça dépend de la puissance de votre plaque. Donc, je vais couper mon poulet en morceaux et après, je vais devoir le faire revenir dans du beurre. Hop, alors c'est parti. Bon, je vais faire des gros morceaux parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme. À savoir que là, je suis en train de tourner donc cette vidéo le 10 août 2026 et il est actuellement 13h08. J'ai très peu déjeuné ce matin. J'ai faim. Voilà, je vais pas vous mentir. Toutes les recettes qu'il y a là, quasiment, il faut les faire mijoter. MDR, donc je ne mange pas avant 14h, je pense. Mais c'est pas grave. Donc mon poulet est coupé, je vais prendre du beurre et je vais le faire revenir dedans. Bon alors pour être honnête, j'ai pris du beurre
demi-sel. Est-ce que ça a une importance? Je ne sais pas. Je préfère le demi-sel, mais c'est pas précisé sur la recette. Donc, je vais continuer ainsi. Je ne l'ai pas coupé avec le couteau que j'ai pris pour le poulet. Je trouve ça un petit peu dégueu, j'avoue. Hop, je sais pas dans combien de beurre il faut, c'est pas précisé, je crois. Non, bah écoutez, je vais mettre ça. Hop, ça va. Je vais baisser un petit peu le ventilo parce que je l'ai mis à côté, j'ai peur que ça souffle trop dans le micro. Hop là, je l'ai redescendu à 1. Mon beurre commence à fondre. J'aurais peut-être pu attendre que ça chauffe un petit peu plus, mais c'est pas grave. Je vais ranger ça en attendant. Je trouve ça vraiment trop fun la vidéo. En ce moment, j'ai des problèmes pour parler. Je trouve ça vraiment trop fun comme vidéo à faire. J'avais trop envie de faire ça. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une sacrée logistique. Là, par exemple, j'ai mon téléphone qui filme, mon Canon qui filme aussi, parce que je vais essayer de vous faire des petits plans de coupe. Hashtag j'essaie de me professionnaliser. J'ai mon micro aussi. J'ai personne d'autre là pour me dire si mes retours sont bien. Donc, on va prier pour que ce soit bien, que vous puissiez me voir du premier coup. Là, mon beurre a fondu, donc je vais le mettre dans la poêle et je vais le laisser dorer comme il faut. Ensuite, alors pour cette recette aussi, vous avez besoin de pain. Alors moi, j'ai pris un vieux pain qui me restait, qui traînait au congèle. Eux, ils préconisent du pain rassis, donc c'est parfait. Alors, ils recommandent une tranche de pain de campagne. Bon, moi, je pense que ça va me suffire du coup pour ma quantité, que je vais faire griller rapidos. Hop. Donc, en attendant que le poulet cuit et que mon pain est en train de toaster, je vais pouvoir vous parler un petit peu de l'origine de cette recette. Bon, alors j'avoue, hein, j'ai mes... Ah, mais je suis pour habiller. Hop, magie. Donc, je disais, je vais vous parler un petit peu de cette recette, d'où elle vient, tout ça. Donc, c'est une recette du XIVe siècle. J'avoue complètement, je suis en train de lire sur mon ordinateur, je ne l'ai pas appris par cœur. Donc, je me suis aussi demandé quelle était sa région d'origine, puisque quand je dis recette médiévale, on reste quand même là en Europe. Donc, région d'origine, France, Europe occidentale, surtout connue à partir du XIVe siècle. Et donc, cette recette, je vous ai dit, c'est un brouet de cannelle, et le mot brouet vient du vieux francique bro, qui veut dire bouillon. On retrouve cette recette sous différentes variantes dans toute l'Europe aristocratique médiévale, mais elle est particulièrement documentée dans le domaine royal français, c'est-à-dire l'Île-de-France actuelle. On la retrouve aussi d'ailleurs dans le duché de Savoie et la Suisse, avec le manuscrit de Sion. Parce que ça aussi, je trouvais ça intéressant donc à connaître, ce sont les sources où est-ce qu'on retrouve les recettes. Bon, aujourd'hui, les recettes, on les a sur TikTok, etc., MDR. Eux, ils avaient déjà des livres à l'origine pour les recettes. Donc là, par exemple, on les retrouve dans les manuscrits culinaires du Moyen-Âge, comme le manuscrit de Sion, qui date de la fin du XIIIe siècle, et aussi le viandier de Taillevent, qui a été réalisé au tout début du XIVe siècle, donc on est dans la même tranche à peu près. Et ça, c'est donc les versions les plus anciennes. On les retrouve aussi dans le Ménagier de Paris, et on le retrouve dans le Fait de cuisine de Maître Chicard de 1420. Maître Chicard qui a été cuisinier du duc de Savoie et qui le renomme autrement, Brouet Camelin. Écoutez. Donc là, c'est pour la première partie historique. Je continue de faire dorer mon poulet, comme la recette le demande. Il commence à prendre des couleurs. Il faudrait une troisième caméra pour vous faire des POV en fait. Mon pain est très chaud, comme vous l'avez vu. Mon poulet commence à blanchir. J'attends qu'il dore encore un petit peu. Alors, pour cette recette, on aura aussi besoin de vin blanc sec ou de bouillon de volaille. Moi, je pars plutôt pour le bouillon de volaille, tout simplement parce que j'ai la flemme d'utiliser du vin blanc sec. Il n'y a pas d'autre raison. C'est comme, ça doit être pour cette recette-là. Non, ça sera pour les poires après, on en parlera tout à l'heure. Donc, mon bouillon de volaille que je vais devoir faire. On aura aussi besoin pour cette recette de cannelle, donc, puisqu'on fait un brouet de cannelle. On a également besoin de vinaigre de vin, ici présent. Le gingembre en poudre aussi, juste là. Le pain de campagne, donc ici. Ah oui, et beurre, huile, etc. Bon, ok, ça on a ici. Ok, donc c'est parfait. On a tout, on va pouvoir continuer. Donc, pendant que Monsieur Poulet dort tranquillement au soleil, comme je rêverais le faire sur une plage en ce moment, on va faire la liaison. Donc, faites griller le pain, c'est fait. Et faites-le tremper dans le bouillon. Ok, super. Donc, je vais faire le bouillon 0,5 verre. Ça fait pas beaucoup, hein.
Ok, alors moi j'ai un truc, ça énerve parfois mon copain. Je respecte pas forcément les recettes. Lol. Donc bon, bah, on va dire que je vais faire aller un quart de ça, bim, mon petit bouillon à l'intérieur. Moi je mets que la moitié des bouillons parce qu'après je trouve que ça fait un peu trop salé. C'est quand même assez industriel généralement ce genre de bouillon. Si jamais vous avez l'occasion de faire un bouillon maison, ça sera 1000 fois meilleur qu'un bouillon industriel. Mais j'ai pas le temps. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'ai pris ma petite coupelle dans laquelle donc je vais venir mettre un petit bouillon. J'aurais peut-être dû faire chauffer l'eau, je viens d'y penser. Tant pis. De toute façon, ça chauffera après là-dedans. Je vais juste écraser mon bouillon avec une fourchette. Hop, pour qu'il puisse bien se mélanger à l'eau. Dans tous les cas, ça ira chauffer juste après, donc je ne pense pas que ce soit très très grave. Et au pire, ne soyez pas comme moi. Il y aura certaines étapes que je ferai sûrement hors caméra et que je vous montrerai après. Donc, faites-le tremper dans le vin blanc, écrasez-le bien pour obtenir une pâte lisse. Ok, ça marche. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, j'avoue, je vois pas le principe de le faire griller, peut-être pour lui donner du goût. Mais si c'est après pour l'écraser dans de l'eau, pourquoi pas, ma foi. En fait, de ce que j'ai compris, c'est ça qui va venir donner vraiment une sauce épaisse. J'essaye de bien faire. Là, mon petit poulet, il est bien en train de griller. Mon pain, il est bien en train de se mélanger à l'eau. C'est super. Je vais devoir ajouter le vinaigre dans mon pain. Je vais l'ajouter tout de suite, d'ailleurs, puisqu'il recommande de l'ajouter en même temps. Alors, vinaigre de vin, 0,5 cuillère à soupe, plus une cuillère à café, quoi, du coup. Je crois que c'est la première fois que j'utilise du vinaigre de vin. Ça sent pas mauvais, j'aime bien. Hop, là, j'ai mes deux petits monstres, ils sont juste à côté, en train de se battre dans leur arbre à chat. À chaud, et bien du nord celle-là. Hein. Bon, là, mon pain, ça ressemble sincèrement à une bouillie que tu donnerais pas à un cheval. Je pense que je vais pouvoir vous montrer quand je vais le verser là-dedans. Alors, j'ajoute les épices, cannelle, gingembre, sel, poivre dans la sauteuse, donc là-dedans. Bon, bah, du coup, ça va être pareil, une cuillère à café. Alors, les épices, un petit peu comme tout, je fais à l'arrache. Enfin, à l'arrache. À vue d'œil. Je vous ai dit que j'avais le ventilo à côté de moi. Et moi, j'ouvre devant. Bref, donc, là, ça va juste cramer à force. Ok, mon poulet est doré. Je vais quand même respecter la recette. Allez, on est foufou. Du gingembre. Je sais pas si j'aime le gingembre, mais c'est pas grave, on essaye. La cannelle, je sais par contre que je n'aime pas, mais c'est pas grave pareil. On essaye. Oh, ça sent... Ah oui, j'ai l'impression de remonter au temps de mes ancêtres. Alors je dis ça, mais s'il faut, ils ne vivaient pas du tout en Europe au Moyen-Âge, mais c'est pas grave. Ça sent comme à Noël, j'adore. Ensuite, donc sel et poivre, j'ai pas de sel, mais c'est pas grave parce que le bouillon fera office de sel, donc je vais juste mettre du poivre, verser le mélange au pain. Très bien. J'exécute, je fais. Hein. Oh, les odeurs si vous les aviez. Ah ouais, non, rigole pas. Moi, ce que je comprends pas, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que ça va faire quelque chose de très blanc, alors que sur l'image, c'est, enfin, ce que j'ai pu trouver sur internet, c'était assez coloré, quoi. Ah non, ok, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon, ça colore. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 les odeurs. Ah, le vinaigre de vin, il rigole pas. Ah non, il rigole pas. Je pense que je vais aller prendre mon petit appareil photo pour vous montrer ce que ça donne là tout de suite. Honnêtement, tu me présentes ça au resto, je te dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais on est là pour tester, on est là pour essayer. Hein. Je suppose qu'ils faisaient ça quand ils n'avaient pas grand-chose à manger, c'est-à-dire très souvent avec les famines et les guerres. Hop, et ensuite, donc là c'est prêt, enfin c'est prêt. On va laisser mijoter à feu doux. Donc je réduis et je vais peut-être même le passer sur une autre plaque pour avoir de l'espace. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a de la cannelle partout. Voilà. Hop là, super, c'est tout doux, c'est magnifique. Enfin magnifique, je sais pas, mais au moins ça cuit. Je crois que la mise au point ne se fait pas très bien. Ok, c'est bon, j'ai réussi à faire la mise au point. Donc là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ça fait pas très sauce, hein, je m'attendais un petit peu plus à une sauce. Mais bon, c'est pas grave, ma foi. Donc là, ça, je fais reposer pendant 25-30 minutes. Peut-être un petit peu moins, hein, parce que là, franchement, il n'y a pas beaucoup, donc ça sert à rien, je pense. C'est plutôt quand c'est une grosse sauce qu'il faudrait laisser mijoter un petit peu plus. Donc, avec ça, on aura un tria aux herbes pour accompagner. C'est des sortes de pâtes, en fait, du Moyen-Âge. Mais je vais passer tout de suite
au dessert, parce que le dessert, il faut le laisser mijoter quand même un petit peu. Donc le dessert, ce sont des poires au vin. Apparemment, c'est un dessert incontournable du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, en fait, on cuisait presque toujours les fruits parce qu'on pensait que c'était plus digeste. Donc cette recette, elle date du XIIIe, début XIVe siècle. On la retrouve aussi dans des livres, notamment dans les anciens traités culinaires et médicaux. Par exemple, dans le Liber des Coquina, donc le livre de cuisine, je suppose, qui est l'un des plus anciens livres de cuisine du Moyen-Âge, rédigé à la cour de Naples. Donc là, on est plutôt en Italie, si on doit situer aujourd'hui. On retrouve aussi cette recette de poire au vin dans le Viandé de Taillevent, dont je vous ai parlé juste avant pour le Brouet, et aussi dans le Ménagier de Paris, vers 1393 également. Donc encore une fois, ils disent comment on fait cuire au vin pour faciliter la digestion. Et sinon, dans les traités de médecine de l'école de Salerne, qui prescrit notamment de faire cuire les poires dans du vin pour annuler les dangers digestifs. Voilà. Visiblement, ils n'avaient pas des poires à l'époque, mais bon, c'est pas grave. Donc pareil, je vous en parlerai un petit peu plus après de pourquoi et comment. On va donc commencer à faire la recette. Alors, normalement, c'est 4 poires, parce qu'encore une fois, c'est pour 4 personnes. Je suis seule, donc j'ai ma petite poire. Alors, 25 centilitres de jus de raisin rouge, je l'ai là. Une cuillère à soupe de miel, il est derrière. Cannelle, j'en ai aussi ici. Clou de girofle, j'avoue que j'en ai pas acheté, parce que je me suis dit que je m'en servirais pas après. Et 0,5 en pincée de muscade. J'ai de la muscade également. Donc, éplucher les poires en laissant la tige. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, on va verser le jus de raisin dans une casserole. C'est super. Hop, donc je vais prendre ma toute petite casserole et ça tombe bien, j'ai 3 feux dont un petit dont je vais l'utiliser. Hop, je fais chauffer tout doucement aussi. Je prends mon jus de raisin, j'avais déjà bugué, j'avais déjà oublié ce que je voulais. Alors pour cette recette, vous pouvez aussi prendre du vin rouge. Je n'aime pas le vin, donc je ne me voyais pas acheter une bouteille en fait pour faire cette recette. Donc j'ai directement pris du jus de raisin, ça marche aussi. Pour les poires, ils recommandent des types Comice ou Saint-Rémy. Il n'y avait pas, j'ai pris des poires Guyot. En fait, ils veulent des poires fermes. Donc j'ai pris entre les conférences et les Guyot étaient plus fermes, j'ai pris celle-là. Donc, verser le jus de raisin, 25 centilitres de jus de raisin. Hop. Ah oui, alors le problème aussi, c'est que tout a été effacé. Mais c'est pas grave, là je vois mon petit trait. Je peux encore y aller. Voilà. Hop. Donc, je mets mon raisin, le miel et les épices. Ah oui, ok. Bonjour d'abord. Alors vous le savez peut-être, je travaille à Fontevraud. C'est pour ça que j'ai du miel qui vient de là-bas. Écoutez, pour le miel, donc c'est une cuillère à soupe. Je vais rester sur une cuillère à café. Comme je vous ai dit encore une fois, je suis toute seule. Ça va être bien sucré cette histoire-là quand même, non? J'ajoute donc les épices, cannelle, muscade. J'avoue que je vais peut-être pas en mettre beaucoup de la cannelle parce que, comme je vous ai dit, je suis pas méga fan non plus. Muscade, j'en ai peut-être mis une chouille trop là, c'est pas grave. Cannelle également. Ça m'énerve, la cannelle, elle vole super vite. Alors que la muscade, non. Bref, donc jus de raisin, miel, épices, c'est fait. Faire porter à douce ébullition. C'est déjà douce ébullition parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, bon, c'est pas la meilleure chose pour mélanger, mais je vais prendre avec ce que j'ai. Plonger les poires dans le liquide et laisser cuire à feu doux pendant environ 20 à 30 minutes. Eh bien, écoutez, c'est parti. Bon, là, en effet, c'est peut-être mieux d'en avoir plusieurs parce que du coup, j'ai pas fait énormément. Je vais peut-être l'allonger pour qu'elle cuise à l'intérieur. Parce que là, ça fait un peu ridicule. Et peut-être même un couvercle aussi. Bon, au moins, c'est rapide. Ça, j'adore. Hop, et donc on fait cuire 20 à 30 minutes en les arrosant régulièrement jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Très bien, ça marche. Donc, on va mettre 20 minutes ici. Hop là. Parfait. Ensuite. Ok, donc on se retrouve avec la dernière recette. Je vous présente Atchoum, je pense que vous le voyez. Bref, donc j'ai déjà fait la pâte pour les pâtes, justement. Qu'on peut appeler ça taillin, tria, losange. Donc c'est une recette... Ah oui, alors le problème d'Atchoum, c'est qu'il va partout où je laisse un truc. Donc, le tria aux herbes. J'ai déjà fait la pâte. D'ailleurs, j'ai pas précisé, hein, mais toutes les recettes seront dans le premier commentaire sur YouTube. Bon, les chats font leur vie devant la caméra, mais c'est pas grave. On va les laisser faire. Donc, c'est une recette qui vient de la France, du nord et du centre, mais aussi du nord de l'Italie.
Donc c'est en quelque sorte l'ancêtre des pâtes, des lasagnes aussi, on peut retrouver ça sur internet. C'est très simple, c'est des pâtes découpées qui étaient donc très populaires. C'est des pâtes aux herbes qu'on retrouve aussi dans le bassin parisien et le centre de la France. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle taillin? Eh bien, ça vient du latin tailler, c'est ça, tailler qui signifie découper. Donc à l'époque, les pâtes fraîches étaient façonnées puis découpées en lanières ou fins morceaux, un petit peu comme ce que j'ai essayé de faire ici. Bon, ma pâte, elle n'a pas très bien tenu, j'ai pas pu l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie parce que j'en ai pas, donc j'ai fait avec les mains, j'ai fait comme j'ai pu. Là, mon eau, elle commence à bouillir, c'est super. Entre-temps, vous n'avez pas vu, mais j'ai retourné la poire, je l'ai arrosée. Ce genre de pâte apparaît dans les écrits médiévaux du bassin méditerranéen autour du XIIe siècle, notamment mentionné par le géographe Al-Idrisi en Sicile en 1154. Donc là, mon eau, elle bout, c'est super. J'arrête la petite partie histoire et je m'occupe quand même de manger. Donc pour faire cuire, bouillir de l'eau, ça c'est bon, c'est fait. Et on va les plonger dedans pendant pas très longtemps, 2 à 3 minutes seulement. Ensuite, on égoutte et on sert avec du beurre fondu. Donc écoutez, c'est parti. Je mets mes petites pâtes dans l'eau et on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça sera pas trop mal. À savoir que normalement, il y a des œufs dans la recette, mais j'avais pas fait attention, je n'en ai plus. Donc j'ai remplacé mes œufs, c'est ça qui est super avec la cuisine, on peut toujours trouver un truc pour remplacer, avec de l'eau et de l'huile. Voilà, pour quand même lier un petit peu le tout. Donc là, je mets bien mes pâtes dans l'eau, j'espère qu'elles vont pas coller entre elles, sinon ça va être un petit peu bizarre. Et après, je vais laisser 2-3 minutes, le temps d'aller me chercher une assiette pour les égoutter et les mettre dedans. Tac, je vais aussi pouvoir débarrasser ça. Je coupe rapidement le tout et je vous retrouve après avec mon plat préparé, prêt à déguster et à en parler. Écoutez, ça y est, les 2 plats sont prêts. Je peux m'asseoir et on va passer donc à la dégustation. Vous l'avez vu donc là sur les images que je vous ai mis ou que je suis en train de vous mettre, j'ai ajouté du parmesan. C'était directement dans la recette, ce n'est pas moi qui ai inventé. J'ai très sincèrement faim, voilà, il va être 14h comme prévu, donc je vais pouvoir goûter ceci. J'ai peur de ne pas aimer, j'espère que si, donc j'ai pris un petit bout de pâte avec le poulet, je vais tester. Et juste avant quand même, je vais donc vous raconter l'histoire du brouet de cannelle. Donc le rôle de la cannelle, c'est parce qu'au Moyen-Âge, eh bien, c'est une épice de luxe. Donc là, je suis riche. Eh ouais. Donc une épice de luxe importée d'Orient par la route de la soie, qui était servie lors de banquets. Donc c'était vraiment une démonstration de richesse et de pouvoir entre les seigneurs et les rois. Donc là, c'est plutôt un plat de riche, quoi. C'est aussi pour la théorie des humeurs, parce que selon la médecine médiévale, héritée d'Hippocrate et de Galien, eh bien, le corps dépendait d'un équilibre entre le chaud, le froid, le sec et l'humidité, ou du moins l'humide. Donc la volaille était considérée comme une viande froide et humide. On ajoutait de la cannelle qui était elle considérée comme chaude et sèche pour avoir un équilibre parfait. Et le vinaigre qui était ajouté à l'intérieur, c'était pour rendre le tout digeste. On avait vraiment peur de mal digérer, visiblement à l'époque. Et la liaison au pain, eh bien, c'est parce que eux, en fait, n'utilisaient pas le beurre manié comme nous on le fait ou la farine pour épaissir les sauces. C'est pour ça qu'ils utilisaient le pain, mais en vrai, je pense que ça peut toujours être une bonne idée pour quand bah, tu as encore du pain mais qui est rassis, tu le mets dans ta sauce et c'est bon, il est mangé, pas de gaspillage. Je trouve que c'est pas bête. Et donc pour le tailler, par contre, là c'est issu d'une cuisine plus populaire et quotidienne. Donc là on a vraiment mélangé le meilleur des deux mondes, puisque les pâtes et les galettes étaient consommées beaucoup plus largement. C'est quand même plus simple. C'est vrai que je vous ai pas montré comment j'ai fait les pâtes, mais donc c'était de la farine, de l'eau, des herbes, et c'est tout. Donc là, beaucoup plus de personnes pouvaient se le permettre. Le persil, la ciboulette, le cerfeuil et je ne sais quelle autre herbe poussaient directement dans les jardins et les monastères, ou même dans les jardins des paysans. Donc beaucoup plus facile pour en avoir. Et aussi, c'était une alternative pour les jours maigres, puisqu'à cette époque-là, l'Église imposait environ 150 jours maigres par an, c'est-à-dire par exemple les périodes de carême, les vendredis saints. Et donc pendant ces jours-ci, la viande était interdite. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup plus de consommation avec des céréales, des œufs et des herbes sur les tables en fait. Donc ensuite pour le nom, il y a différentes origines. Déjà le mot tria qui viendrait de l'arabe par exemple, qui désignait les rubans de pâte séchée. Aussi les losanges, qui étaient donc les bandes de pâte découpées en forme de losange bouillies dans l'eau, et sinon les makrouls ou lasagna, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui sont clairement les ancêtres des lasagnes. Voilà, donc je vais pouvoir goûter ce plat.
C'est tout simplement délicieux. Je ne mens pas. C'est pas acide, mais en mode, c'est pas quelque chose qui va être lourd en bouche. Ah, c'est trop bon, j'adore. J'ai hâte d'aller manger ça. Bon, bah, malheureusement, il faudra que j'en laisse un petit peu pour mon copain, parce qu'il voulait goûter également. Mais franchement, je me régale, c'est trop bon. Je vous conseille vraiment de tester ces recettes. Là, ça a pris un petit peu de temps quand même, parce que j'en ai fait plusieurs. Mais franchement, je vous conseille d'aller essayer. C'est trop bon, c'est super simple à faire, c'est rapide en soi. Et j'adore. Je mets ça de côté. Et je vais essayer la poire tout de suite avec vous. Donc la poire, comme prévu, je l'ai faite cuire pendant une vingtaine de minutes. Là, elle est toute fondante. Je vais ajouter par-dessus son sirop. Alors c'est vrai que je comprends pourquoi il conseille plutôt une poire ferme, hein, parce que du coup, ça se tient pas très bien après une fois que c'est cuit. Ça m'a l'air très chaud, mais j'ai quand même essayé tout de suite avec vous. Ça, j'avoue que ça me rend un peu plus dubitatif, parce que j'aime pas trop la poire à l'origine, mais je pense que ça peut se faire avec d'autres fruits de manière générale. C'est pas mal. Je vais pas dire que c'est pas bon. C'est pas mal. C'est bon, c'est juste que j'aime pas trop la poire et du coup c'est un petit peu acide avec le vin. Avec le jus de raisin. Et donc pour vous raconter rapidement leur histoire, ça vient notamment du Val-de-Loire et de la Bourgogne, parce qu'elles étaient réputées pour leurs vergers et leurs vignobles. Et la cuisson des poires dans le mou ou le vin s'est fortement développée dans les régions viticoles françaises, ce qui paraît assez logique, avant de se diffuser ensuite dans toute l'Europe. Comme je vous ai déjà fait comprendre un petit peu aussi à ce moment-là, on se méfiait des fruits crus. Donc la médecine de l'époque estimait que les fruits crus apportaient de mauvaises humeurs, comme je vous disais tout à l'heure, froides et humides, provoquant alors les maladies. Donc, on les cuisait un petit peu par obligation, hein, pour ne pas avoir de risque de tomber malade, donc notamment dans du vin chaud, du miel et des épices qui sont considérées comme réchauffantes, dont la cannelle, etc., dont on a parlé un petit peu également. Et ça, c'est un dessert de fin de banquet. Donc là, on revient plutôt pour la partie un petit peu plus riche, pour les nobles notamment, qui étaient servis en fin de repas. Et donc, elles avaient une fonction médicinale. Elles devaient fermer l'estomac et faciliter la digestion par la suite. Écoutez, si je dois donner une note à ces deux plats, franchement, je pense que le brouet de cannelle et les pâtes, je mets un 10, parce que c'était facile à faire, parce que t'as pas besoin de 15 000 ingrédients, et parce que c'est bon, du moins que j'ai aimé. Pour la poire, je mets plutôt un 8 sur 10, c'était très bon, mais je ne pense pas m'en refaire de moi-même. Par contre, le brouet de cannelle et les pâtes comme ça, il y a 1001 chances que j'en refasse notamment en automne ou cet hiver. Voilà, écoutez, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis vraiment très sincèrement contente de revenir sur YouTube avec cette vidéo. J'espère que la qualité est pas trop mauvaise. J'espère également que le son, ça va. J'essaye encore d'apprendre à gérer les deux. N'hésitez pas à me mettre vos remarques, vos critiques constructives également en commentaire. Ça m'aide toujours pour progresser. En attendant, si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, notamment sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour plus d'histoires et de patrimoine.